Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La campagne pour les élections européennes a commencé, et immédiatement les macronistes changent de stratégie. Ils tapent désormais avec toute leur énergie sur le Rassemblement national. Ils ne semblent découvrir l'ampleur du problème que quand le RN est à 30%. Mais c'est un peu tard, surtout quand la situation est elle-même un produit de la politique qu'ils mènent depuis 7 ans. Par ailleurs, le RN, à l'instar des autres formations de droite radicale en Europe, ont développé des stratégies pour se nourrir des impasses des libéraux au pouvoir. C'est ce qu'on va regarder. Je vous rappelle la stratégie de Macron. En temps ordinaire, il se pose comme menant une politique raisonnable et nécessaire face aux extrêmes, tout en donnant des bons points au RN, soit symboliquement, soit en intégrant ses idées à sa propre politique. Puis en période électorale, une fois débarrassé de la gauche, le camp présidentiel peut consolider son duel, c'est presque à la fin un duo, avec l'extrême droite. Ce n'est qu'à ce moment qu'il commence à lui taper sérieusement dessus. Il faut dire que les sondages sont désastreux pour le camp présidentiel, qui pourrait passer sous les 20%, quand la liste du Rassemblement national atteindrait les 30%. Et on aurait une progression générale des partis de droite radicale au niveau européen. Au Parlement européen, ils se répartissent en deux groupes. Les conservateurs et réformistes européens, c'est là qu'il y a Reconquête, et Identité et démocratie, là on y trouve le RN. En juin, ils sont susceptibles de gagner une 40aine de sièges, rassemblant alors près d'un quart des eurodéputés. Progressent particulièrement le RN en France, l'AfD en Allemagne et le PVV en Hollande. Comment en est-on arrivé à cette situation ? D'abord, ces extrêmes droites se nourrissent des ravages sociaux provoqués par les politiques néolibérales, l'austérité dans les finances publiques et le recul des services publics. Et ça ne va pas s'arrêter puisque les néolibéraux entendent bien poursuivre leur politique. Vous dites quoi ce matin? L'État-providence est obsolète, il a fait son temps, il n'est plus efficace, voire c'est un élément bloquant du développement du pays? Oui, bien sûr, c'est ce que je crois. Je crois un État qui protège. Écoutez, au lieu de me faire systématiquement des propositions de dépenses nouvelles, État-providence, faites-moi des propositions de recettes, État protecteur, pour qu'on puisse mieux protéger ceux qui en ont besoin. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Et là, personne n'est dupe, c'est bien l'annonce d'un resserrement de vis, et pas du tout de l'augmentation de l'imposition pour les plus aisés, et puis encore moins une annonce d'une transformation du système néolibéral. Je tape pas contre les seniors, je tape pas contre les chômeurs, jamais. En revanche, je crois au travail, je le dis dans mon livre. Ce qui est dingue, c'est que l'extrême droite épouse la vision du monde libéral, individualiste, anti-redistributive, supposément méritocratique. Chacun s'en sortira par ses propres moyens, dans une juste compétition, pour des ressources qui, de toute façon, ne peuvent pas être partagées. L'extrême droite ne veut pas une rupture avec le système, mais elle s'appuie sur les peurs d'une certaine partie de la population de vivre un déclassement au sein de ce système. Le militant anticapitaliste et eurodéputé espagnol Miguel Urbán Crespo, dans un entretien avec Contretemps, résume la proposition implicite de l'extrême droite. Le but n'est pas de vivre mieux, mais de ne pas vivre plus mal, de ne pas vivre comme celui qui est en dessous de nous. Et c'est sur cette peur que se construit la logique de guerre de l'extrême droite, où le dernier se bat contre l'avant-dernier. Où cette classe moyenne n'aspire plus à être une classe moyenne supérieure, mais bien à ne pas être une classe inférieure. Et on connaît très bien les critères d'exclusion par lesquels l'extrême droite promet à l'avant-dernier, en situation de pénurie, que le dernier ne pourra pas monter. Le Rassemblement national, comme la plupart des partis d'extrême droite radicale que l'on voit se développer en Europe, se construit par une double opposition. Une opposition aux élites, aux plus riches, aux gagnants, donc ça c'est ce qu'on vient d'entendre, mais aussi par rapport aux assistés, aux migrants, et elle s'adresse aux classes moyennes et moins aisées qui sont juste au-dessus des plus pauvres. Le système néolibéral engendre donc lui-même les craintes auxquelles l'extrême droite prétend répondre. Et cette dernière sait faire feu de tout bois. Par exemple, lorsque les libéraux mettent en place des mesures environnementales déjà peu ambitieuses, mais sans se soucier de faire peser les contraintes de manière juste sur les différents secteurs de la population, l'extrême droite s'en saisit immédiatement. La question des normes environnementales pour l'agriculture, des zones à faible émission, ou encore de l'interdiction de vente de véhicules neufs à moteur thermique à partir de 2035. La gauche dit on va garder l'idée, mais être plus ambitieux et tenir compte des inégalités. L'extrême droite dit
Le Green Deal ou le Pacte vert européen, c'est de l'écologie punitive. On va le mettre à la poubelle. Face aux tenants de l'écologie punitive, nous sommes et nous serons les défenseurs du bon sens et de l'écologie praticable. Dans un article publié il y a quelques mois sur le site La Grande Conversation, le chercheur Hans Koudnani retient plusieurs facteurs qui expliquent cette progression des droites radicales européennes, quelles que soient par ailleurs les différences entre ces formations. Selon lui, il faut d'abord bien rappeler les responsabilités des forces politiques dites modérées, et en particulier les complaisances, voire alliances ou coalitions entre des partis de droite classiques et ceux de droite radicale. C'est le cas en Suède, par exemple, où la droite est au pouvoir grâce au soutien de l'extrême droite, moyennant des concessions. Les droites classiques, en perte de vitesse électorale, ont besoin de ces soutiens, et conjointement, les droites radicales ont trouvé des équilibres stratégiques entre normalisation et radicalité. Des recentrages sur des questions, par exemple économiques ou géopolitiques, permettent ces coopérations. Ensuite, il faut mentionner que les droites radicales ont transformé leur discours sur l'Europe. Elles rompent petit à petit avec l'euroscepticisme qui les caractérisait. Le RN, par exemple, ne soutient plus de mesures de Frexit explicites, référendum de sortie de l'Union européenne, sortie de la monnaie unique ou suspension de la politique agricole commune. D'une part parce que, pour des raisons électorales, le RN veut séduire de plus en plus de retraités, d'élites urbaines et diplômées, de classes sociales plus aisées, autant de catégories de la population plutôt favorables au projet européen. Le défi, dans ce cas, c'est d'arriver à les séduire sans trop froisser sa base eurosceptique. D'autre part parce que les droites radicales comprennent qu'elles peuvent désormais gagner du pouvoir au sein de l'Union. Il y a au moins la possibilité de constituer des minorités de blocage au sein du Parlement. Bardella répète de manière un peu optimiste qu'on ne quitte pas la table de jeu quand on est en train de gagner la partie. Leurs adversaires centristes continuent de brandir l'accusation d'euroscepticisme, mais le RN n'a plus trop de mal à y répondre. Alors, cette manière d'arrondir les angles dans leur vision de l'Union européenne n'est pas qu'un opportunisme électoral, mais correspond aussi à des recompositions idéologiques. Ces partis construisent une vision cohérente de l'Europe, en articulant leur nationalisme avec une défense de la civilisation européenne. Ils mettent en avant une Europe-civilisation, blanche, avec ses racines chrétiennes. Nous tenons à l'Europe, fidèle à ses racines chrétiennes et à son histoire, à son héritage humaniste. Cette Europe de l'amour courtois, de l'égalité homme-femme, qui a donné à la littérature, à l'architecture et aux arts ses plus grands chefs-d'œuvre. D'où leur obsession commune, la croyance en une islamisation de l'Europe. Europe-civilisation, qu'ils opposent à l'Europe de la Commission, celle des couloirs qui grouillent de technocrates qui conspirent contre les nations, leur culture, leur industrie, leur agriculture, par la submersion migratoire et l'écologie punitive. Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. D'ailleurs, dans leur discours, les diatribes contre l'Union européenne sont de plus en plus déplacées vers la seule Commission européenne. Comme lorsque Bardella assimile les mesures du pacte vert à de la décroissance. La campagne est essentielle parce que l'Union européenne elle-même était à un tournant de son histoire et au cœur d'un nouveau paradigme, celui d'un nouveau clivage entre l'esprit de puissance et d'autonomie que j'entends porter et la décroissance que porte la Commission européenne. Bon, il faut reconnaître que l'extrême droite est plutôt habile pour s'adapter opportunément aux nouvelles conjonctures. Mais il ne faut cesser de rappeler à quel point les libéraux au pouvoir leur facilitent la tâche. Ils mènent les politiques néolibérales qui écrasent les peuples, ils leur distribuent des bons points symboliques, notamment afin d'affaiblir la gauche, ils mettent leurs thèmes dans le débat public, et finalement leur font même de grandes concessions dans leur politique publique, sur l'immigration ou en renonçant à des mesures écologiques ambitieuses. Et on connaît bien les résultats de ce genre de tactique, l'original, la copie, etc. À la semaine prochaine.